Mesdames et messieurs, représentants de la presse nationale et internationale, bonjour et merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse tenue au Palais de la Présidence de la République. Cet exercice républicain s'inscrit, comme vous le savez, dans la volonté de maintenir un dialogue régulier et transparent avec vous, afin d'éclairer l'opinion publique sur les grandes questions d'actualité, tant au niveau national qu'au niveau international. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, nourrit une ambition forte, celle de transformer notre pays, le Gabon, et mettre résolument l'État au service des Gabonaises et des Gabonais dans un esprit d'équité, de progrès et de développement partagé. Cette ambition passe par des décisions audacieuses et porteuses d'espoir qui ouvrent de nouvelles perspectives pour notre nation. Dans cette dynamique, et au cours des dernières semaines, le chef de l'État a initié de nombreuses actions structurantes, parmi lesquelles la signature récente d'une convention entre l'État et le groupe Cibation pour la création d'un data center national. Ce projet stratégique, soutenu par des partenaires internationaux, vise à bâtir des infrastructures numériques indépendantes et sécurisées. Il prévoit également la formation gratuite de 1000 jeunes Gabonais au métier du digital afin que ces derniers portent et incarnent les ambitions nationales, notamment en matière d'économie numérique. En matière d'infrastructure, le président de la République a présidé la signature d'une convention tripartite entre l'État gabonais, le groupe Ebomaf et BGFI Bank pour le projet de construction de la route reliant Ntoum à Kokobiche. Elle est longue de 83 km. Cet axe comprendra une chaussée à 2 voies, intégrant 9 ponts et 133 ouvrages hydrauliques, afin de garantir une circulation sécurisée et fluide tout au long de l'année. Ce chantier, d'une valeur de 100 milliards de francs CFA, illustre la volonté du chef de l'État de désenclaver cette ville de Kokobiche et en faire une ville balnéaire attractive. Cette infrastructure stimulera l'économie locale, améliorera la qualité de vie des habitants et facilitera l'accès aux services essentiels. Toujours dans la même vision, la route Alembe-Mikuyi, d'un linéaire de 300 km, reliera les provinces du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo, de l'Ogooué-Lolo, du Haut-Ogooué et de l'Angounié. Ce chantier confié à Porteo BTP, avec le soutien financier de la BGFI Bank, vise à offrir une alternative durable au transport ferroviaire, principal canal d'approvisionnement à l'intérieur du pays, mais aujourd'hui fortement affecté par l'état vétuste du réseau. De plus, cet axe traverse un parc protégé, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui impose des mesures strictes pour préserver la biodiversité et minimiser l'impact environnemental. Le projet prévoit 26 ouvrages d'art et près de 6000 mètres linéaires d'ouvrages hydrauliques, témoignant du soin apporté à la robustesse et à la durabilité de cette infrastructure cruciale. Abordons à présent l'opération de réaménagement urbain et de libération des espaces d'utilité publique, notamment dans la zone de Plaine Oretti et ses alentours. Le président de la République continue de suivre personnellement l'évolution du dossier, conscient de son impact direct sur le bien-être des populations concernées. C'est pourquoi, comme vous le savez, une commission spéciale présidée par le vice-président de la République, Dr Séraphin Mundunga, a été mise en place. Elle incarne la volonté d'agir avec rigueur, responsabilité et surtout avec transparence sur cette question. Sa mission, collecter, analyser et valider toutes les informations nécessaires avant toute décision finale. À ce jour, 3 réunions majeures de la dite commission ont déjà eu lieu. Une 4e rencontre est prévue prochainement, toute chose qui illustre la démarche progressive et inclusive adoptée par l'État. Il est essentiel à toute fin utile de rappeler que la zone concernée est classée d'utilité publique depuis 1976.
pour la réalisation de grands projets d'infrastructure, notamment la construction du boulevard Triomphal. L'opération en cours s'inscrit également dans une logique de rationalisation des finances publiques. Il faut savoir que chaque année, l'État dépense entre 25 et 30 milliards de francs CFA en baux administratifs. La construction d'édifices publics sur des terrains domaniaux permettra de réduire ces charges et de renforcer notre souveraineté immobilière. Enfin, au sujet de la déclaration publique et conjointe de Mme Sylvia Bongo Ondimba et de M. Noureddine Bongo Valentin, diffusée le jeudi 3 juillet 2025, dénonçant des actes de torture et des traitements inhumains qui auraient été perpétrés à leur encontre. La présidence de la République prend acte de la dite déclaration. Elle constate par ailleurs avec étonnement qu'alors que, bénéficiant d'une liberté provisoire accordée le 16 mai dernier, les deux inculpés auraient pu employer leur temps à la préparation de leur défense dans l'attente de leur procès devant la justice gabonaise. Ils ont choisi de s'illustrer par ce qui pourrait s'apparenter à une stratégie de diversion et de brouillage judiciaire. Il convient à toutes fins utiles de rappeler ici les chefs d'inculpation retenus contre Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine Bongo Valentin. Autre trahison contre les institutions de l'État, détournement massif de deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, entre autres. Ces chefs d'inculpation sont, à notre sens, suffisamment graves pour mériter des réponses. Car les Gabonais ont droit à la vérité sur la gestion qui a été faite de l'État et de ses ressources sous l'ancien régime. La vérité est toute la vérité. L'ensemble des procédures en cours respectent le cadre légal sous l'autorité exclusive des juridictions compétentes. Ces procédures se poursuivent et la justice sera rendue au nom du peuple gabonais, c'est-à-dire pas sur les réseaux sociaux, ni dans les médias, mais bien dans les prétoires de notre pays. L'État gabonais reste donc fermement engagé à défendre la vérité, la justice et la stabilité dans le respect des droits humains et des principes républicains. Abordons à présent les récents déplacements internationaux du chef de l'État. Comme vous le savez, Son Excellence le Président de la République a pris part au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui s'est tenu en Angola. La participation du chef de l'État à cet effet a permis de donner l'occasion au Président de la République et à la délégation qui l'accompagnait de réaffirmer la vision de développement du Gabon et de se positionner comme un acteur capable de saisir les opportunités qui ont cours dans ces espaces d'échange. Ce déplacement a également permis de mettre en avant les projets porteurs, conçus pour attirer davantage d'investissements directs étrangers au Gabon, et de renforcer la visibilité du pays sur la scène économique continentale. Dans la continuité de cette dynamique, le Président de la République a également pris part à la 32e Assemblée annuelle de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Cette rencontre de haut niveau, qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, témoigne de la volonté du Gabon de s'inscrire pleinement dans les dynamiques économiques régionales et de consolider sa place en tant qu'acteur stratégique et crédible. En marge de cet événement, 2 conventions majeures ont été signées. La première d'une valeur de 1 600 milliards de francs CFA pour les infrastructures stratégiques inhérentes à la transformation locale du manganèse. La deuxième d'une valeur de 112 milliards de francs CFA pour la construction de 3 centrales énergétiques à Libreville, à Port-Gentil et à Lambaréné. Pour conclure, et vous l'avez sans doute relayé dans vos différents canaux de communication, le chef de l'État a reçu une invitation officielle de son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, pour participer à une rencontre multilatérale
prévue à la Maison-Blanche du 9 au 11 juillet prochain. Cette rencontre d'envergure, à laquelle ne participeront que 5 pays africains triés sur le volet, vise à explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les États-Unis et le continent africain. Le choix porté sur le Gabon reflète l'excellence des relations bilatérales entre Libreville et Washington, ainsi que la reconnaissance de la vision et des réformes impulsées par le chef de l'État. Je vous remercie pour votre aimable attention et je me tiens à présent disponible pour répondre à vos questions. Et je note que nous allons prendre 5 à 6 questions. La parole est à qui veut la prendre. Nous allons commencer par la dame. Vous avez parlé d'une formation des jeunes sur les métiers du digital. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, c'est-à-dire les critères de participation? Alors, pour ce qui est des critères de participation, et le nombre est exact, 1000 jeunes qui vont être formés avec le concours des partenaires, impliqués dans le cadre de cette convention signée. Pour ce qui est du détail et des conditions d'éligibilité, il reviendra aux différents partenaires de les définir et de les spécifier le moment venu. En tous les cas, la convention a été signée, et ceci concerne donc le deuxième volet de cette convention. La première consiste dans la construction d'un data center, qui est une infrastructure numérique stratégique et décisive pour la protection et la sécurisation des données de notre pays. Et il a été convenu d'aller plus loin. Parce que qui dit développement d'infrastructures numériques dit aussi que l'on s'attelle à former les jeunes Gabonais à la manipulation de tous les outils qui se rapportent à ce champ d'activité pour pouvoir libérer leur potentiel d'innovation et de gestion. Donc, le moment venu, une fois que ces éléments auront été précisés par les acteurs concernés au premier chef par ce projet, nous nous ferons le plaisir et le devoir de vous les communiquer. On a le monsieur qui a levé la main en premier. Merci, monsieur le porte-parole. Je suis monsieur Boudianza Mouélé du journal La Cigale Enchantée et du site en ligne Topofingoabou. Ma question, monsieur le porte-parole, vous venez d'énumérer les chefs d'inculpation qui pèsent sur madame Sylvia Bongo et son fils Nourdine. Cependant, on s'interroge dans l'opinion sur le fait que ces personnes ont été de manière totalement opaque exfiltrées du Gabon, alors que des chefs d'accusation aussi graves pèsent sur ces personnes. Alors, ça c'est la première question. Pourquoi ces personnes sont à l'extérieur du pays alors qu'ils sont poursuivis au Gabon pour des faits aussi graves? La seconde question, c'est de savoir pourquoi l'État gabonais, sous la pression des pays extérieurs, a cédé à la pression. Comment expliquer que l'État gabonais se soit déculotté alors que des faits aussi graves pèsent sur les deux personnes précitées? Je vous remercie. Merci pour votre question. Et voyez-vous, votre question me donne l'opportunité de relever aussi un fait. Le fait, c'est que bien souvent dans notre pays, nous carburons à l'émotion. Nous carburons à une lecture superficielle des décisions de justice ou des mesures qui s'inscrivent dans le cadre des politiques publiques qui sont déployées. Tout ceci pour garantir le bien-être des Gabonais. Pour le cas spécifique que vous évoquez, vous êtes de la presse, vous relayez un certain nombre d'informations, je suis sûr que vous en avez relayé beaucoup, autour de l'exfiltration des Bongos. Encore que s'agissait-il d'une exfiltration, lorsqu'on s'intéresse aux faits. Je pense que le procureur général de la République, près la cour d'appel de Libreville, a été très explicite. Toute la procédure est conforme aux dispositions que vous avez le loisir de consulter du code pénal, d'une part, et du code de procédure pénale, d'autre part. À ce jour, je n'ai lu aucun article, je n'ai vu aucune émission qui aurait permis de battre en brèche l'évocation ou l'invocation de ces dispositions, qui sont des dispositions de la loi gabonaise, et qui ont encadré cette procédure de bout en bout. Le procureur de la République s'est prononcé sur la question. Maintenant, quant à l'expression que vous utilisez, l'État gabonais s'est déculotté, bon, je vous laisse la paternité, l'interprétation, la responsabilité du contenu que vous mettez dans cette expression. Toujours est-il que, lorsque vous parlez de l'État, au niveau de l'opinion publique, et je vois bien où vous voulez en venir,
Ce qui est ciblé, c'est l'État dans le sens de pouvoir politique. Vous parlez de pression que le Gabon aurait subie. Non. Il y a des motifs juridiques constatés par un premier médecin et contre-expertisés par un deuxième médecin. Vous et moi ne le sommes pas. Les professionnels de la santé ont permis d'établir qu'il y avait effectivement un motif valable pour raison de santé et conformément au texte en vigueur, à la loi pénale notamment, ils ont pu être mis en liberté provisoire. L'État ne s'est pas déculotté. L'État n'a pas la responsabilité de s'immiscer dans la gestion du pouvoir judiciaire. C'est pour aussi ça que les Gabonais ont voté le 12 avril. Parce qu'on leur a annoncé qu'à travers le processus de restauration des institutions, le pouvoir exécutif ferait de l'exécutif, le pouvoir judiciaire ferait du judiciaire. Donc, la justice gabonaise, conformément à ces textes, a permis que les deux personnes citées puissent être en liberté provisoire. Maintenant, pour ce qui est de leur sortie du territoire national, je vous mets au défi de me trouver une disposition du code pénal ou du code de procédure pénale qui indique que lorsqu'on est en liberté provisoire, quelle que soit la gravité des motifs, on est interdit, on peut se voir interdire la sortie du territoire national. C'est un beau débat auquel je vous invite avec tous les juristes qui sont susceptibles de vous renseigner. Et je serai là, bien entendu, pour apporter d'autres réponses à vos éventuelles questions. Monsieur Ngoma, au fond. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Vous avez listé les chefs d'accusation contre l'ancienne première dame et Noureddine Bongo, mais dans leur plainte à Paris, ils accusent l'État de les avoir torturés, de les avoir séquestrés. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ces accusations? Deuxième question, l'ancien président Ali Bongo a été entendu par des juges en France. Est-ce qu'il peut aussi être entendu par des juges ici? Merci beaucoup. Sinon, pour terminer, qu'en est-il des autres détenus qui sont à la prison centrale et qui sont aussi malades comme l'ont été l'ex-première dame et Noureddine Bongo? Merci beaucoup. Merci, monsieur Ngoma. Et on s'inscrit dans la continuité de ce que je disais déjà. Nous avons lu, comme vous, la déclaration qui a été faite et qui a été diffusée hier. Je tiens à vous dire que l'État gabonais, la présidence de la République gabonaise, est très sereine face à cette question. Elle est très sereine parce qu'elle sait quel est son rôle. Les personnes inculpées qui ont été entendues par la justice française ont fait des déclarations. Ces déclarations vont sans doute ouvrir une procédure. Et lors d'une procédure judiciaire, il y a le principe du contradictoire. De la même manière que nous ne nous immisçons pas dans la procédure judiciaire ou toute procédure judiciaire susceptible d'être engagée au Gabon, nous n'avons pas vocation à commenter le déclenchement d'une procédure judiciaire qui se fait en France, la France étant un pays tout aussi souverain que le Gabon. Donc ces déclarations vont être évaluées et puis il faudra qualifier ou requalifier les faits qui sont invoqués par les uns et les autres. Je redis simplement que la justice gabonaise ne vaut pas mieux ou plus que la justice gabonaise. Et que devant la justice gabonaise, mais il y a aussi une affaire qui est pendante. Des chefs d'inculpation, je le redis, sont quand même assez graves, pour ne pas dire très graves. Trop graves pour qu'on décide de snober la justice gabonaise en ouvrant un autre foyer. Maintenant qu'ils bénéficient de la liberté provisoire, qu'ils préparent leur défense par rapport aux chefs d'inculpation qui ont été retenus par la justice gabonaise. Et ce n'est pas parce qu'on ouvre un autre foyer que, de ce fait-là, le tempo auquel travaille cette justice gabonaise sera réglé en dehors de nos frontières. Maintenant, pour ceux des autres détenus que vous évoquez, la réponse est simple. Je vous ai dit que toute la procédure qui a permis la mise en liberté provisoire des personnes citées a été encadrée par le code pénal et le code de procédure pénale après une saisine des avocats, de ces derniers. Est-ce que la même démarche a eu lieu pour les autres? Je n'en sais rien, puisque nous n'avons pas vocation à nous intéresser
ce que fait la justice. Simplement de constater lorsqu'elle délibère, lorsqu'elle décide, lorsqu'elle tranche. Parce que, dans ces cas-là, ce qui est décidé s'applique à tout le monde. Dans tous les cas, les principes d'égalité de tous devant la loi sont des principes sacrés qui fondent la République, auxquels le chef de l'État et l'État gabonais restent profondément attachés. On va peut-être changer de côté. Monsieur. Brice Ndoutoum, Gabon Elite Magazine et Info Sport Gabon. Je veux poser une question sur le réaménagement urbain qui est en cours actuellement à Libreville. Si ma mémoire ne me joue pas des troubles, j'ai souvenance que le candidat d'alors, Brice Clotaire Oligué, avait annoncé Libreville 2. Est-ce que ça existe toujours dans son chapitre? Est-ce qu'on peut voir Libreville 2 voir le jour avant la fin du septennat? Merci pour votre question. Alors, vous aurez remarqué que depuis le début du mandat en cours, le chef de l'État s'attend ou s'attelle à tenir la totalité, progressivement bien entendu, des engagements pris. C'est pour ça que dans l'ensemble des communications que vous verrez autour des projets engagés par le président de la République, autour des réformes implémentées, si vous faites votre travail de journaliste, il sera très facile de retrouver la référence à la ligne, à la page du projet de société qui évoque les réformes ou les projets en question. Donc, ce projet de réaménagement est en cours. Il y a eu un certain nombre de réappropriations par l'État d'espaces précédemment illégalement occupés, par là d'espaces déclarés d'utilité publique. Ces projets qui sont déployés au niveau du Grand Libreville n'obèrent en rien, n'annulent en rien les annonces qui ont été faites dans le projet de société du candidat. Derrière, il y a une problématique à régler et qui sont, enfin, des problématiques qui sont résumées, synthétisées par les annonces clés qui sont contenues dans le projet de société. Il y en a 15. Si vous vous intéressez à l'annonce 7 et à l'annonce 8, vous verrez qu'on retrouve l'esprit de ce qui se fait en ce moment. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait des casses? Pourquoi est-ce qu'on réaménage les espaces qui font l'objet de déguerpissement aujourd'hui? Pourquoi? Mais pour la simple et bonne raison qu'on a envie de sécuriser davantage nos concitoyens. Qu'on a envie d'y bâtir des structures qui nous permettront de sortir d'un certain nombre de fossés. Je vous ai dit 25 à 30 milliards de francs CFA chaque année sont dépensés pour les baux administratifs. Est-ce normal que nous ayons entretenu pendant des années cette situation où l'État se retrouve à être locataire, où des ministères se retrouvent à être locataires, mais locataires de qui? Mais locataires de particuliers parfois. Et je vous invite à vous rendre à la Direction générale du patrimoine et de vous intéresser aux sociétés parfois qui sont derrière ces contrats. Et notamment les associés qui sont derrière ces contrats. Je suis sûr que vous auriez de belles surprises. Donc, lorsque les gens nous posent aussi la question de savoir si c'était urgent, ben oui, c'était urgent. Il était urgent de sortir de cette situation qui est inconcevable et qui est inacceptable. On va revenir ici. Merci. Je suis Junior Boulet du journal Flash Webdo. Monsieur le porte-parole, vous avez dit 1976, zone classée d'utilité publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que de 1976 à nos jours, ça fait plus de 40 ans, la zone a été occupée, les gens ont reçu des autorisations de construire, les autorités ont laissé faire. Est-ce que ceux-là qui ont laissé faire, est-ce qu'ils seront poursuivis? L'État perd 25 à 30 milliards par an de baux administratifs. Mais, monsieur le porte-parole, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont derrière ces baux-là, à qui appartiennent ces immeubles-là? Parce que vous et moi, nous sommes au quartier, nous imaginons un peu. Merci. Bien, merci pour votre question. Mais sur la fin de votre question, je vais commencer à répondre par la fin. En réalité, j'ai déjà répondu. C'est votre travail de journaliste. Nous n'avons pas vocation à indexer qui que ce soit ici, parce que là encore, les conséquences de ces indexations, voilà. Donc je vous invite simplement à faire votre travail de journaliste, et je pense qu'assez facilement, vous serez en mesure de déterminer les identités des uns et des autres. Voilà. Dans tous les cas, il était impératif que nous sortions de cette situation. Maintenant, pour ce qui est de la DUP
de 1976, lorsque la DUP concernant cette zone a été produite en 1976, nous étions à la veille du sommet de l'OUA, qui, il me semble, s'est déroulé en 1977, donc un an après. Et c'est cette déclaration d'utilité publique qui a permis de construire ou de parachever un certain nombre de projets sur le boulevard Triomphal. Je crois que c'est le cas du bâtiment abritant la télévision gabonaise, donc Gabon Télévision, et de tout un tas d'autres projets. Maintenant, dans un second temps, la zone a permis d'accueillir un certain nombre de représentations diplomatiques. D'autres représentations diplomatiques, en plus de celles de la Russie, du Liban et de la Chine, devaient s'installer dans cette même zone, mais qui, par ailleurs, a été illégalement occupée ou squattée, comme vous dites. Voilà. Donc, c'est cet état de fait qui a ralenti la réalisation totale et le déploiement intégral de l'ensemble des projets qui avaient été prévus dans cette zone. Mais dans tous les cas, parce que l'État et parce que les institutions actuelles héritent de l'actif mais aussi du passif, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de mettre de la clarté, de rationaliser et de reprendre la main. Mais de reprendre la main non pas pour frustrer les Gabonais, non. De reprendre la main pour améliorer les conditions de vie de ces Gabonais, pour améliorer l'attractivité et la beauté de la ville, à travers des projets qui vont profiter au plus grand nombre. J'ai Gabon Media Time. Alors, bonjour, monsieur le porte-parole, Karl Makemba, Gabon Media Time. Alors, vous avez évoqué une question cruciale pour le développement du Gabon, les déplacements à l'étranger du chef de l'État en quête d'investissement direct étranger. Alors, dans le cadre d'une enquête en cours menée par Gabon Media Time, nous nous sommes rendus à Bangkok, visiter l'entreprise La Santé Pharmaceutique qui produit une certaine molécule au plan médical. Alors, cette entreprise bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché de 40 produits. Les rapports que nous avons consultés montrent par exemple que ces produits sont à 40% moins chers que ceux importés. Pourtant, à ce jour, ces molécules sont absentes de nos pharmacies, alors que dans le même temps, l'entreprise bénéficie d'une exclusivité dans la commercialisation de ces produits. L'entreprise fait également état de 500 millions de francs CFA de stock de marchandises qu'elle peine à écouler du fait de cette lourdeur. 45 compatriotes y sont employés, 15 ont déjà été licenciés, alors que l'entreprise peut employer 300 personnes dans le cadre d'un fonctionnement optimal. En 2024, dernière donnée, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 4 millions de francs CFA pour 100 millions de francs CFA par mois de dépenses. Alors, mes questions, permettez que je me retrouve un peu. Alors, n'est-ce pas là un exemple de transformation locale et d'un outil de souveraineté qui est court-circuité par l'absence de politique publique protectionniste? Et l'État ambitionne d'entrer au capital de cette entreprise à hauteur de 30%. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci. Bien, je pense que la fin de votre intervention contient déjà des éléments de réponse. Il y a un certain nombre de difficultés, et je vous remercie déjà pour le travail de journalisme et de recherche excellent que vous avez fait. Ce sont des données qui sont intéressantes. Mais vous savez comme moi quel est l'attachement du chef de l'État à la question de la santé. Et les problèmes dans le domaine de la santé tiennent, si on veut les résumer, à deux choses. La disponibilité de structures aux normes internationales et d'autre part la disponibilité du médicament. Si on peut résumer les choses en deux pôles, c'est cela. Et je pense que la question que vous soulevez correspond à ce deuxième pôle-là. Ces difficultés, je pense, ont été portées à l'attention du sectoriel, donc du ministère de la Santé compétent, qui a son agenda. Il n'y a pas une absence de politique publique. Il y a peut-être des questions de timing à régler quant au déploiement de ces politiques publiques. Et quand je disais que dans votre intervention, il y a des éléments de réponse à la fin, c'est que quand l'État décide quand même d'entrer dans le capital d'une société, qui plus est à hauteur de 30%, c'est quand même important, c'est certainement pour y apporter sa touche, pour y apporter un certain nombre d'éléments qui vont permettre peut-être de mieux encadrer, de mieux soutenir l'activité de cette entreprise pour
booster ou libéraliser l'accès de ces produits sur l'ensemble du territoire national, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas les besoins qui manquent. C'est une très bonne chose que d'avoir une entreprise telle que celle dont vous parlez, qui produit en local des produits qui peuvent servir à entretenir la santé de nos compatriotes. Il serait absurde que l'État ne fasse rien. Mais l'État a décidé d'entrer à 30%. Et l'État décide de rentrer à 30% parce que nous sommes dans une logique d'une utilisation beaucoup plus transparente, rationnelle et effective, efficace des deniers publics. Si l'État mobilise des fonds pour entrer au capital d'une telle entreprise, c'est parce que derrière, il y a quand même un projet. Et je pense que dans les prochains mois, nous serons peut-être emmenés à en reparler, mais là, avec des éléments qui pourraient tenir lieu de conséquence de cette émission de l'État, donc au capital de l'entreprise en question. On va prendre 2 dernières questions avant que de clore cette conférence de presse. Le monsieur a la main en souffrance depuis tout à l'heure. Et on prendra la dame au fond. Merci beaucoup, monsieur le conseiller porte-parole. Je suis Sinclair Kenge du journal La Note d'Afrique. Monsieur le conseiller porte-parole, le chef de l'État a récemment présidé la signature de certains montants en rapport avec le réaménagement de la route Toum-Coco Beach. On a également la route Libreville-Kango, qui depuis même l'ancien régime, ces routes-là ne parviennent pas à trouver solution. Monsieur le conseiller porte-parole, 48 mois, est-ce pas assez long? Et également aussi la route Bifoun-Njolé avec la falaise qui jusqu'aujourd'hui ça traîne. Qu'est-ce qui est fait pour rapidement actionner? Parce que les fonds, ils sont déjà pour rapidement actionner afin que les travaux sur ces 2 axes, surtout lorsqu'on sait qu'on a en 2027 un grand événement que notre pays, le Gabon, doit accueillir. Qu'est-ce qui est fait pour que les travaux aillent plus rapidement sur ces différentes routes? Merci. Alors, si je comprends bien la question que vous posez de savoir, en dépit des financements qui ont été alloués pour la réalisation des projets majeurs dont nous avons parlé, pour ce qui est de Coco Beach et Alembe Mikoui, si, en dépit de ces projets, de ces financements, d'autres choses sont prévues pour d'autres tronçons routiers? La réponse est oui. La réponse est oui, et c'est une réponse très très simple et très très directe. Et là encore, le projet de société du candidat de l'époque et du président en exercice d'aujourd'hui fait foi. Il y a une volonté réelle de booster ou d'optimiser le réseau routier national, mais il n'y a pas que le routier. En fait, c'est toutes les infrastructures de transport qu'il nous faut aujourd'hui développer, parce que ces infrastructures de transport, en plus de faciliter et de permettre la connectivité entre nos populations et nos provinces, en plus de permettre et de faciliter la circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, en plus de nous connecter aussi dans certains cas à d'autres pays de la sous-région, là encore avec un impact économique évident et certain, eh bien, ces voies de communication, que ce soit la route, que ce soit le chemin de fer, doivent soutenir nos ambitions économiques. Le secteur minier, par exemple, a besoin, pour être effectif, en tout cas nos ambitions en matière de mines, mais on a besoin de voies de communication capables de nous permettre de nous déployer pour avoir les résultats qui ont été définis. Et ce n'est pas le seul secteur. Donc, les choses se font chacune en son temps. Il faut développer les routes, mais on ne va pas mettre en chantier tous les tronçons routiers du pays au même moment. Et c'est pour ça que, dans le cadre des déplacements à l'étranger du président de la République, dans le cadre de l'ensemble des cérémonies de signature qu'il préside, vous tirez simplement la logique de ce que le Gabon et le chef de l'État est en permanence en quête de solutions pour le développement et le financement de projets structurants pour notre économie et bénéfiques pour nos populations. C'est cela la logique générale en réalité. Et donc on trouve des partenaires pour tel ou tel autre tronçon, d'autres interviennent pour d'autres tronçons. Comme par exemple, pour revenir à la question du réaménagement de certaines zones qui ont fait l'objet de réappropriation, si je peux m'exprimer ainsi, de la part de l'État, ce matin, pas plus tard que ce matin, il y a eu la signature d'un accord pour le financement de ces chantiers. Et si mes notes sont exactes, on parle de la zone d'Ovendo, on parle du jardin botanique du Camp de Gaulle,
financement d'une valeur de 100 milliards de francs CFA avec une entreprise locale, qui est donc Mika Service, qui est une entreprise locale. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui, ici, à la présidence de la République, et donc des fonds ont été mis à disposition pour financer tout cela. Tout ceci pour dire qu'on ne met pas le pays en chantier juste pour faire bien. Il n'est pas dans l'esprit de Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre le pays en chantier pour faire bien ou pour montrer qu'il travaille. Non. Lorsqu'on décide d'initier un chantier dans une zone donnée, il faut s'assurer qu'on est en capacité de lever des fonds qui vont permettre de mener à bien le projet concerné. Le président de la République est tout à l'opposé de la logique des éléphants blancs. Ce n'est pas un homme qui fait des éléphants blancs. Et par fidélité à lui-même, et par fidélité à ses principes, lorsqu'on déclenche un projet, eh bien, il faut s'assurer qu'on a les financements pour le mener à bien et le mener à terme, et pour que les Gabonais s'habituent aussi à ce nouveau modèle, cette nouvelle façon de faire, où on déclenche des projets qu'on est sûr de pouvoir terminer, et c'est le cas pour tous les projets que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, engage. Dernière question avec la dame au fond. Monsieur le porte-parole, bonjour. Déolundi de la rédaction de Gabon 24. Vous évoquez le prochain départ du président de la République pour les États-Unis. Seulement, récemment, on a vu l'ambassadrice des États-Unis justement être reçue par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis, il semblerait que, selon l'administration Trump, que le Gabon serait parmi les pays pour lesquels les procédures pour obtenir un visa pour les États-Unis seront plus strictes désormais. Que répond la présidence de la République face à ça? Est-ce que, si c'est avéré, un principe de réciprocité sera appliqué? Peut-on s'attendre finalement à une annulation ou un allègement au retour de mission du président de la République sur cette mesure? Bon, d'abord, la présidence de la République s'est déjà exprimée sur la question des restrictions, qui sont des restrictions éventuelles, qui sont des restrictions envisagées sur les déplacements, des restrictions sur les visas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une première liste de 12 pays, d'une douzaine de pays, qui, eux, ont fait l'objet de l'application de ces restrictions de déplacement, et voire même de l'interdiction pure et simple de leurs ressortissants, donc pour l'accès au territoire américain. Et donc, une liste additionnelle de 36 pays, parmi lesquels 25 pays africains, et parmi lesquels on rencontre des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que nous ne sommes pas les seuls, eh bien, ces pays, cette liste additive est une liste de pays pour lesquels les États-Unis d'Amérique demandent, si vous voulez, le renforcement de la sécurisation des documents de voyage. Il est reproché à certains de ces pays, par exemple, d'accorder trop facilement la nationalité à des personnes qui finissent par se déplacer aux États-Unis, qui s'y établissent sur la base de visas touristes, mais qui ne quittent plus le territoire américain. Donc, les points, c'est la fiabilité des documents de voyage et les déplacements irréguliers, parfois, de certains ressortissants de ces pays qui se déplacent donc pour les États-Unis d'Amérique. Donc le Gabon n'est pas sous le coup de restrictions. L'administration américaine a simplement produit une liste pour attirer l'attention de ces pays en leur disant « Nous avons un certain nombre de problèmes avec la manière dont vous délivrez vos documents et nous vous invitons à régler ces problèmes, sous peine de quoi ou faute de quoi des dispositions seront prises pour restreindre, parce qu'il y a deux cas, soit on restreint, on limite les accès, soit on interdit purement et simplement l'accès au territoire. Donc, nous n'en sommes pas encore là, et j'ai foi que les autorités gabonaises prendront toutes leurs dispositions pour que nous n'en arrivions pas là. Pour ce qui est de la visite du chef de l'État aux États-Unis, je vais rappeler ici le caractère exceptionnel de cette visite. Il s'agit pour le Gabon d'un pays qui sort d'une élection, d'un processus électoral exemplaire, pour lequel les États-Unis d'Amérique ont adressé leurs félicitations au Gabon et ont indiqué, notamment dans le message du président Donald Trump, à l'endroit de son homologue gabonais, que le processus gabonais pourrait tenir lieu de modèle pour d'autres pays sur le continent.
Par ailleurs, notre pays se trouve dans une région stratégique, qui est celle du golfe de Guinée. Le Gabon est le seul pays d'Afrique centrale qui est convié. Déjà, la liste est restrictive, 5 pays seulement. Et parmi ces 5 pays, un seul pays d'Afrique centrale, et c'est le Gabon. Donc, pour ce qui est de l'agenda et de l'ordre des discussions, des sujets au programme, lorsque les éléments seront à notre disposition, nous nous ferons le plaisir de vous les communiquer. Vous aurez le loisir, ou certains de vos collègues, de couvrir ce déplacement du chef de l'État, déplacement important. Le Gabon a aussi un certain nombre d'atouts, dans la même logique que le sommet États-Unis-Afrique, le sommet d'affaires États-Unis-Afrique à Luanda. Il est question pour le Gabon aussi de faire valoir ses atouts et d'identifier avec les États-Unis d'Amérique des points de concordance, des points d'ancrage entre la vision des États-Unis pour les pays africains et d'autre part nos ambitions de développement, éventuellement autour de l'industrialisation de notre économie, puisque tel était l'objet du plaidoyer du chef de l'État à Luanda. Donc de voir comment nous pouvons trouver des points d'ancrage pour profiter mutuellement de cette nouvelle dynamique de coopération entre la première puissance mondiale et notre pays. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie une fois encore d'avoir pris part à cet exercice républicain. C'est toujours un plaisir pour nous de vous communiquer ces éléments. Et je vous dis à bientôt. Et voilà, merci.